Seguin, directeur de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique. On va redescendre sur terre et on va continuer donc à bien planter le décor, si j'ose dire. Bien évidemment, mettez dans vos têtes en mémoire les questions que vous avez envie de poser. Vous aurez tout à l'heure largement le temps de poser ces questions à nos intervenants de grande qualité. Et ensuite, après vous, nous écouterons M. Hubert Rive. Alors, je vous en prie, Bernard, c'est à vous. Moi, je vais vous parler des impacts sur les écosystèmes en général, un peu plus l'agriculture, la forêt, mais aussi un petit peu la végétation naturelle, ou même les petites bêtes. Pour commencer, ne vous inquiétez pas, il y aura juste un diagramme comme ça. Si on regarde tout ce qui fait la production végétale, c'est vrai pour, encore une fois, l'agriculture, mais aussi la forêt, mais aussi vos plantes. Si on regarde à gauche, vous voyez arriver quelque chose avec la photosynthèse. Et là, il y a quelque chose qui est important, qui est commun à tous les végétaux, et qui n'est pas forcément du réchauffement climatique, c'est l'effet de fertilisation, comme on peut l'appeler, de l'augmentation du CO2 sur les plantes. Quand on augmente le taux de gaz carbonique, les plantes produisent plus de végétation. On le verra après. C'est relativement important puisque ça peut jouer jusqu'à 30%. Et c'est quelque chose de bien établi, bien avant les interrogations sur le changement climatique. Et c'est utilisé par des producteurs de serre qui injectent du CO2 sous leur serre pour avoir des salades plus grosses, des fleurs plus grosses, etc. Donc ça va se faire naturellement, de façon assez involontaire, mais évidemment, ça va compter. Alors sur la partie droite, la température de l'air, en général, finalement, qu'elle soit un peu augmentée, ça peut être favorable pour beaucoup de productions, sauf quand elle devient excessive, évidemment, donc ça commence à se compliquer. Ce que vous avez aussi indiqué, c'est quelque chose qui est important, la durée du cycle qui va diminuer. Une plante, elle est programmée pour avoir une certaine durée de cycle. Et si la température augmente, cette durée du cycle va diminuer. On le verra, les dates de vendange arrivent plus tôt, les dates de moisson arrivent plus tôt, etc. Bon, dire ça n'a pas beaucoup d'importance, mais ça veut dire que la plante va travailler moins longtemps. Et comme vous le savez bien, pour gagner plus, il faut travailler plus. Et là, la plante, elle va faire le contraire. Donc, il va falloir quelque part s'adapter et rectifier cet aspect-là. Donc ça, c'est les données de base qui font qu'on peut déjà avoir des comportements assez différents. Et sur la droite, ce que vous avez, c'est l'alimentation en eau, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'avoir des potentialités de production. Vous savez, quand vous cultivez même des plantes sur votre balcon, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a plus rien du tout. Et donc ça va être le jeu entre d'un côté la pluie, avec toutes ces incertitudes, comme on l'a vu, de distribution spatiale, et puis ce terme TP, c'est l'évapotranspiration. C'est en gros le besoin en eau des plantes, ce qu'il faut leur apporter dans un monde plus chaud, plus sec, ça va être augmenté. Et du coup, ce que vous avez en bas, c'est ce qu'on appelle le bilan hydrique, le bilan de l'eau, qui est quand même en lien avec l'azote. L'azote, c'est quelque chose qu'on apporte par la fertilisation, mais c'est aussi quelque chose qui est nécessaire même pour les forêts et qui est en trace plus ou moins importante. Et tout ça va jouer sur, finalement, qu'est-ce qui va se passer à partir du changement climatique. Alors, celle-là, elle aurait dû sauter, mais elle est restée là. Donc, si vous vous concentrez sur la partie d'en bas qui vous indique donc l'intensité de la photosynthèse en fonction de la teneur en CO2. En gros, vous avez deux lignes. Une, c'est le niveau qui était actuel. Et puis en gros, si on double le CO2, vous voyez que ça peut monter jusqu'à 30% pour ce qu'on appelle les plantes en C3, c'est-à-dire toutes les cultures qu'on a chez nous, la végétation, en gros le blé, le riz, etc. Seulement 10% pour le C4, donc c'est le maïs, les zones d'origine tropicale qui, elles, vont être moins favorisées par cette augmentation de gaz carbonique. Alors, au-delà de cette action directe, ce que je vous ai dit à propos du cycle peut avoir des conséquences très importantes que je vais vous signaler sur la vigne. Je vais peut-être vous donner beaucoup d'exemples sur la vigne. Bon, d'abord, on est dans une région viticole. Ensuite, ce n'est pas désagréable. Et en plus, c'est vraiment la vigne qui est très sensible à l'influence du climat pour des raisons que vous pouvez imaginer. Vous savez très bien que la vigne est très liée au climat, que ce soit dans l'espace ou dans ses variations interannuelles. Alors, indépendamment de l'action de la température à certains moments, c'est vraiment l'évolution du cycle qui va avoir des conséquences qu'on peut imaginer ici.
Ça, c'était des calculs très simples, mais finalement des calculs compliqués. On aboutit à la même chose sur Montpellier, avec les différentes périodes, débourrement, floraison. Véraison, c'est le moment où le grain change de couleur. Et vous voyez que dans les conditions courantes, c'était vers le 13 août, 15 août, à Châteauneuf-du-Pape, c'était toujours lié aux fêtes du 15 août, les fêtes de la véraison. Avec, pour aller droit au but, 4 degrés d'augmentation en haut. Et bien, la fête de la véraison, il faudrait la jumeler maintenant avec le 14 juillet, ce qui n'est pas une importance très grande, évidemment. Mais la période violette, c'est la période où la qualité se fait dans le Languedoc. Ils ont besoin d'une certaine température un peu froide pendant les nuits pour assurer la qualité. Et évidemment, le début juillet par rapport au 15 août, c'est quelque chose qui est très différent. Donc c'est un effet d'accélération qui fait que la vigne est très sensible au réchauffement, parce que cette accélération du cycle l'expose dans la saison à des températures qui sont elles-mêmes plus élevées, indépendamment du réchauffement. Et une autre illustration pour montrer qu'il y a des tas d'interactions un peu compliquées. Sur les arbres fruitiers, le gel, si on demande à quelqu'un dans un climat plus chaud ce que vont devenir les risques de gel, on va tous penser qu'il y aura moins de gel dans le futur. Climatologiquement, c'est tout à fait vrai. Mais il ne faut pas oublier que sur les arbres fruitiers, le gel, c'est une température avec une coïncidence de certains stades de floraison des arbres fruitiers. Et là, on a fait des simulations sur Avignon, par exemple. Donc c'est le pommier, le climat passé, le climat récent et le climat futur. Il n'y aura pas de modification, il n'y a pas de gel, il n'y en aura pas. Par contre, les cultures précoces comme l'abricotier et le pêcher, vous voyez que l'abricotier, il y avait quelques gels dans le passé, récemment, ce n'est pas très différent. Par contre, dans le climat futur, on peut prévoir des risques de gel qui seraient accentués parce que l'avancée de la période de floraison sera telle que les arbres fruitiers seront beaucoup plus sensibles et ce sera plus important que le fait que les températures seront plus douces. Alors globalement, sur la production alimentaire mondiale, qu'est-ce qu'on peut voir de façon globale ? Là, une analyse qui avait été faite avec des résultats dans un rapport du GIEC. Les cultures tropicales, en gros, c'est tout négatif ou nul. Et ça, c'est un des éléments, je dirais, inquiétants des rapports du GIEC les uns après les autres. Le réchauffement sera plutôt catastrophique pour les pays du Sud. Un peu plus de température, un peu moins d'eau, évidemment, c'est toujours, au bout du compte, négatif. Par contre, pour les zones tempérées, il y aura autant de résultats positifs que négatifs. On peut imaginer que le nord de l'Europe, le nord de la France même, vont avoir des rendements sur le blé, par exemple, qui vont être relativement favorisés par les nouvelles conditions, la fertilisation du CO2, etc. Alors, la vigne, revenons-y, puisque c'est assez emblématique. La limite nord, par exemple, qui était, oui, c'est des vieux travaux de 46, mais ça n'avait pas beaucoup changé. En gros, au nord de la France et de l'Europe, c'était des considérations de température et de rayonnement qui limitaient l'extension de la vigne. Récemment, parce que tout le monde sait qu'au Moyen-Âge, il y avait de la vigne en Angleterre et qu'elle se repliait en partie parce qu'on est allé vers des temps plus froids. Donc la limite nord de la vigne suit bien le climat. Il y a peut-être des considérations économiques, les historiens discutent autour de ça. Et donc, avec le réchauffement, l'aptitude géographique permet de penser que les cultures de vignes les plus nordiques, c'est un cépage nordique cultivé essentiellement en Allemagne, le Müller-Thurgau, qui pouvait se trouver dans nos conditions, mais qui, du coup, dans le futur, pourra remonter jusqu'à la Suède, une bonne partie des pays de l'Est, et pourquoi pas la moitié de l'Angleterre. Et là, les choses vont finalement très vite parce que ça, c'était des projections d'il y a quelques années. Il y a quelques années, parler de la vigne dans le sud de l'Angleterre, c'était un canular à propos du changement climatique, une plaisanterie facile. Maintenant, c'est une réalité. Les Anglais produisent du vin dans le sud et il y a des gens qui investissent de ce côté-là. Alors, la grosse question, c'est qu'évidemment, on va pouvoir déplacer, qu'on puisse faire du maïs grain, je ne vous ai pas montré, mais c'est pas d'un intérêt fou. On va pouvoir faire du maïs grain jusqu'en Suède. Bon, la betterave, ça ne va pas vous changer beaucoup la vie. Par contre, les terroirs, on ne va pas pouvoir les déplacer aussi facilement. Les terroirs, ils sont liés à un lieu. Et si vous regardez là encore des travaux relativement anciens, regardez Reims, Angers, Bordeaux, Perpignan, vous rajoutez 2 degrés, je ne le fais pas parce que comme ça, j'ai pas trop d'ennuis, mais prenez Bordeaux avec 2 degrés de plus seulement, il devient Perpignan. Et ça vous donne une idée de l'intensité des modifications qui peuvent être liées à des températures dont on a redit ce matin que 1 degré, finalement,
c'est rien d'un certain côté, mais au niveau global, annuel et tout ça, c'est très important. 1 degré, c'est comme si vous remontez de 200 km vers le nord au niveau de la France. Donc 3 ou 4 degrés, vous traversez la France entière et ce n'est pas étonnant que les vins puissent à terme, je dirais, traduire cette modification. Alors là, je vous ai donné des chiffres simples, on a fait des choses un peu plus compliquées. La Syrah, qui est cultivée dans la vallée du Rhône essentiellement, avec un réchauffement modéré dans les scénarios qu'a évoqué Serge, c'est celui-là, on aura au moins ça à la fin du siècle. On sait que la Syrah, on pourra en faire jusque dans la vallée de la Loire, par exemple. Et puis, avec un scénario plus fort, ça pourra monter jusqu'en Bourgogne et en Champagne. Alors, ça, c'est dans le cas d'un réchauffement de 4 à 5 degrés. Ce n'est pas un argument suffisant pour que nous, on se motive contre l'effet de serre. Mais savoir qu'avec 4-5 degrés, la Syrah pour aller en Champagne, c'est un argument qui peut nous motiver quand même, hein, quand on voit les conséquences. Alors, au-delà de la Syrah, il y a par exemple toute la végétation. C'est d'ailleurs plus marquant pour les gens du nord que pour nous. On va le voir, enfin nous dans le sud, puisque moi je suis d'Avignon. Donc la répartition actuelle du chêne vert, qui est quand même emblématique de la zone méditerranéenne, voilà ce que c'est. Si on s'amuse à essayer de le représenter en fonction de paramètres de température, etc., on arrive, vous voyez, à peu près à reproduire cette probabilité de présence. Si on se présente la même chose pour la fin du siècle, ça devrait venir, mais voilà, actuel, jusqu'où va pouvoir, vous voyez que le chêne vert, il va pouvoir couvrir une grande partie de la France, la moitié, à la fin du siècle. Et ça, c'est tout à fait en accord avec même les chiffres que vous a présentés Serge. Je veux dire, la tendance à l'ouest de la France d'avoir un climat qui se rapproche du climat méditerranéen, c'est tout à fait logique. Je veux dire, il n'y a pas vraiment... Alors après, ce qu'on ne sait pas, c'est à quelle vitesse les arbres vont être capables de parcourir ces distances. Dans le passé, on les a vus suivre glaciation, déglaciation, etc. sur des centaines, des milliers d'années. En un siècle, est-ce qu'ils vont être capables, est-ce que le chêne vert va être capable d'aller jusque-là? On n'a peut-être pas à le souhaiter d'ailleurs, mais bon, c'est une question. Mais en tout cas, montrer bien l'impact, le paysage forestier. Vous voyez, on ne peut pas voir toutes les formations, mais regardez le rouge qui nous concerne, et puis le chêne et le hêtre dans le nord et l'est de la France. À la fin du siècle, les conditions qu'on aurait pour eux vont être totalement changées. Le hêtre et le chêne vont être repoussés vers l'Allemagne, et puis vous voyez, le chêne vert, c'est la confirmation, qui serait à l'aise dans toute cette zone en rouge. Donc c'est des effets qui peuvent être très importants sur les écosystèmes, au-delà de l'agriculture que l'on est capable de maîtriser. La végétation de montagne, c'est juste un exemple. Évidemment, les Edelweiss, on ne sera pas vraiment surpris. Le pauvre, il y a des chances qu'il disparaisse parce qu'il ne trouvera plus des conditions assez froides pour ça. Et là, il y a des cartes au niveau de l'Europe pour chacune des végétations naturelles. Il y a des plantes qui vont pouvoir migrer, d'autres qui vont être plus adaptées à certains endroits, d'autres qui vont disparaître à l'endroit où elles sont, mais il n'y a pas que l'agriculture, la forêt, il y a toute la végétation évidemment et toute la vie qui va autour qui va être perturbée. Alors tout ça c'est le futur et puis donc comme on l'a vu ce matin, finalement les évolutions récentes, est-ce qu'on les voit déjà? Oui, par exemple en haut à gauche, alors les observations phénologiques, la phénologie c'est en gros la datation des stades au cours de la saison, l'apparition des fleurs, l'apparition des bourgeons, etc. Donc c'est tous ces stades et depuis quelques années, avant en gros la phénologie c'était les Allemands, les Suédois qui regardaient, qui notaient tout ça, ils étaient très passionnés par tout ça. En France il n'y avait pas un grand intérêt là-dessus, maintenant ça passionne beaucoup de gens savoir ce qui évolue. Ce que vous avez en haut à gauche c'est les arbres fruitiers, les dates de floraison. Les agriculteurs nous disaient c'est de plus en plus précoce, mais pour être sûr, il faut faire sur plusieurs années. Vous voyez que par rapport à 1900, je ne lis pas très bien d'ailleurs, mais enfin, il y a une trentaine d'années à gauche, il y avait des fluctuations, bien sûr, mais un espèce d'état d'équilibre. Et depuis quelques années, on est passé dans des, toujours fluctuations, mais des dates plus récentes. Donc les dates de floraison des arbres fruitiers sont plus précoces. Les dates de vendange qui marquent beaucoup de gens et Châteauneuf-du-Pape, c'était le 1er octobre après la guerre, c'est maintenant le 1er septembre. Et ça, depuis quelques années, on le vérifie dans tous les vignobles de France. 3 semaines, 1 mois, c'est énorme. La vigne est vraiment un traceur très caractéristique du réchauffement. En bas à gauche, ce sont les dates de semis du maïs. C'est important dans le milieu agricole, c'est moins important ailleurs peut-être. Et puis,
Vous voyez, sur les dates les durées des cycles sur le maïs, par exemple, qu'on calcule à Toulouse. Un maïs dans les années 70-90, il avait une durée de vie, en gros, depuis son semis de 170 jours. On est tombé sur les années 2003-2004 à plutôt 120 jours. Donc, il a une durée de cycle très, très rétrécie. Donc, il y a beaucoup de choses qui bougent. Et une chose qu'on sent plus que d'autres, c'est par exemple la qualité du vin. Là encore, c'est un traceur très fort. 2 degrés de plus au niveau de l'alcool en quelques années en Alsace, mais pratiquement un peu partout. Et ça fait depuis 3 ou 4 ans seulement que les viticulteurs ont vraiment réalisé ça. Un peu partout, les producteurs, ils ont maintenant des degrés alcooliques qui leur posent des problèmes. Avoir du vin à 13 ou 14 degrés, c'est pas forcément une bonne chose. Et en gros, tout l'art des viticulteurs dans les 50 dernières années, c'était de faire le maximum de sucre pour pas avoir à mettre du sucre par chaptalisation. Maintenant, on ne chaptalise plus et la question, c'est on se demande s'il ne faudra pas mouiller le vin, ce qui est quand même assez renversant. Votre critère de qualité, c'est pas exactement c'est le taux d'alcoolémie, c'est pas exactement la qualité. Ça ne veut pas dire que le vin est bon. Non, la teneur en sucre, on est d'accord, mais oui, tu as raison. Il n'y a pas que ça, c'est un signe primaire, quoi, si tu veux. La teneur en sucre, qui va d'ailleurs de pair avec l'acidité. En gros, maintenant, il y a moins d'acidité et c'est plus assez d'acidité et c'est un vrai problème, quoi. Surtout que si j'ai bien compris, vous avez dit qu'il fallait des nuits fraîches pour avoir une bonne qualité de vin. Oui. C'était dans la région de Montpellier, etc. Mais il y a tout un ensemble. Donc la qualité est vraiment un sujet d'interrogation à l'heure actuelle. En gros, quand même, les 15 dernières années ont été des bonnes années parce qu'en gros, on avait plutôt la tendance année chaude, bonne année, année froide, mauvaise année, c'est vrai. Donc en gros, c'est de bonnes années, mais la tendance à long terme interroge sur jusqu'où on va aller dans le futur. Alors, une autre trace, la chenille processionnaire du pin, qui est un espèce de petit thermomètre, elle remonte vers Paris, vous voyez, de façon assez marquée, et elle va bientôt atteindre Paris, et on entendra sans doute beaucoup plus parler dans les années à venir, quand elle atteindra la région parisienne. Alors, ça c'est la tendance moyenne. Et pour terminer, comme vous le savez, et ça c'est un gros débat, d'un côté cette tendance moyenne, cette augmentation qui change le fond avec un certain nombre de choses, la végétation qui évolue, qui va évoluer, etc. Et puis des événements extrêmes comme la canicule qui ont évidemment une importance très, très forte. Là on a eu 4-5 degrés de plus en juillet, mais vous le savez autant que moi, vous en rappelez je suppose. Et puis les sécheresses... Donc, alors en France, on a eu 2003, 2005, 2006, ça c'est pour tout le monde. Dans le sud-est, on a eu en plus 2004 et 2007, comme ça a été dit ce matin, au minimum. Et donc, un peu partout, on s'est interrogé sur la sécheresse qui a vraiment des effets très forts. Les fourrages de France, ils ont eu des déficits de 50%, le blé, etc. À la limite, c'est plus fort que la température. Bon, ces sécheresses, comme l'a dit Serge ce matin, est-ce que c'est déjà le signe du changement climatique ? On ne peut pas savoir, puisque en fait, comme il l'a dit, c'est quelques épisodes. Simplement, ça va dans le sens qui était attendu. Et vraiment, dans les scénarios qu'il a montrés, je pense que là, pour l'agriculture, c'est vraiment très important, ou dans ce qu'a montré Jean-Louis. Sur l'Afrique, il y a des résultats qui sont divergents, l'Amérique du Sud aussi, mais tous les modèles, les 23 modèles utilisés pour les simulations du GIEC cette année, donnent la sécheresse autour de la Méditerranée. Et ça, c'est vraiment très inquiétant, le renforcement de la sécheresse. Donc, est-ce qu'on voit déjà ça? Difficile de se prononcer, mais ça a des conséquences. Il y a des dépérissements forestiers qui inquiètent beaucoup les forestiers dans la région, ici, et qui les mobilisent en se demandant ce qu'il faut faire. Il y a des communes qui ont eu des choses importantes. Et puis, on se pose la question même de l'irrigation de la vigne. C'est peut-être un peu bizarre dans ce contexte où l'eau est limitée, mais techniquement, ça pourrait être justifié. Je termine là-dessus. Par exemple, vous voyez, vous avez 2 courbes. Les viticulteurs des Côtes-du-Rhône ont constaté ces dernières années qu'ils n'arrivaient plus même à faire les rendements minimums qui sont limités pour avoir une bonne qualité. Donc en général, on se restreint pour avoir une bonne qualité, mais ils n'arrivent plus à ça. Et ils se posent des questions. Est-ce que vous savez là, c'est des simulations qui ont été faites dans notre laboratoire. Et vous voyez la courbe rose en haut, elle monte, c'est la Bourgogne. Il fait meilleur, il fait plus chaud, tout va bien. À la limite, les conditions sont bonnes. Et puis ici, depuis 98-2000, dans les Côtes-du-Rhône, ça chute. Et par cette simulation, on arrive à se dire que la sécheresse affecte... Alors, c'est une explication. Et à l'heure actuelle, les professionnels pensent que c'est effectivement la sécheresse qui est la responsable de ça.
Donc pour le moment, dans la région, on en parlait ce matin, mais on en reparlera peut-être après, par rapport à la sécheresse, on voit déjà des effets sur la vigne d'un côté et les forêts de l'autre. C'est pas étonnant, c'est celles qui restent sur plusieurs années, qui ne sont pas des cultures d'une année, qui peuvent toujours récupérer, pour peu qu'on ait de l'eau pour irriguer. Donc voilà en gros une idée des bouleversements. Ils ne sont pas tous négatifs. Encore une fois, dans le nord de la France, pour les rendements, on peut penser qu'ils seront augmentés. Ce qui fait que certains journalistes après disent, d'après l'INRA, le réchauffement climatique serait une bonne chose. Et puis après, dans le sud, c'est pas forcément une mauvaise chose. Alors d'après l'INRA, le scénario catastrophe, etc. Donc chacun interprète comme il veut, mais il y a du plus, du moins. Et alors, d'après l'INRA Il y a les deux, quoi. Voilà. Bon, donc voilà, mais les conséquences, de toute façon, elles seront. Alors peut-être dernier point, si le réchauffement est limité à 1, 2, 3 degrés. En gros, on va agir à la marge, c'est comme pour beaucoup de choses de ce qui se passe. 4-5 degrés, c'est vraiment un bouleversement, y compris pour la végétation naturelle et tout le reste.